modèle économique, dans le sens où vous parliez tout à l'heure de l'exemple de Nokia, mais aussi l'exemple de Kodak et bien d'autres qui ont dû mettre la clé sous le paillasson parce qu'elles n'avaient pas anticipé, elles n'avaient pas vu le coût venir. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, énormément d'entreprises sont obligées de revoir leur modèle économique pour un peu épouser ces nouvelles tendances de l'IT et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, après les incidents célébrissimes de Kodak et de Nokia, la plupart ne sous-estiment plus, comme avant, j'ai envie de dire, la capacité de nuisance, en parenthèse, des nouvelles technologies? On est encore en phase de résistance, je pense. Effectivement, si on prend l'exemple d'Airbnb et d'accord, j'étais un jour avec Sébastien Bazin, patron d'accord, et fondamentalement, il avait raison. La rapidité, c'est ça quand même la particularité. Quand on met les canalisations d'eau courante, c'est probablement l'une des plus grosses révolutions qu'on ait pu opérer, puisqu'avant il y avait des portes d'eau dans les étages, personne ne la regrette. Et ça prenait du temps, c'était des mutations qui prenaient du temps, plusieurs années. En fait, l'être humain n'est pas un algorithme, et il avait le temps de s'adapter. Et effectivement, quand vous écoutez Sébastien Bazin qui vous explique aujourd'hui que lui, il marche avec un énorme sac à dos et des centaines de milliers de chambres d'hôtel dont il possède les murs face à derrière, un Airbnb qui, avec une simple application, sans posséder aucune chambre d'hôtel, est capable effectivement de faire un strike dans son business, véritablement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas prêts d'être prêts. Oui, non, je pense qu'il y a deux niveaux dans ce genre de situation. Il y a un premier niveau qui consiste à dire, effectivement, il y a des entreprises qui sont menacées dans la concurrence. Et donc, si on répond à la concurrence, ou si on est capable de prendre un temps d'avance, c'est-à-dire l'entrepreneur, le limitateur apparaît beaucoup plus vite, donc l'entrepreneur doit réagir. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments plus fondamentaux dans la vie de l'entreprise au quotidien. Il y a deux choses qui me paraissent assez importantes. La première chose, c'est que les fluctuations économiques des entreprises, dans les modèles qui sont, je parlais d'Ansel et tout ça, dans tous ces modèles économiques théorisés et montrés l'économie du 19e et 20e siècle, l'introduction du cycle se traduisait dans les entreprises par de la gestion de stock. C'est-à-dire que le paramètre qui permettait aux entreprises, qu'elles soient ou non concurrencées, qu'elles soient ou non menacées par les nouvelles technologies, le paramètre qui permettait à une entreprise d'affronter les variations cycliques, c'était de gérer des stocks. Grosso modo, pour reprendre l'exemple de l'automobile, dans la phase de récession du cycle, de ralentissement économique, vous stockez des automobiles, et puis dans la phase de reprise économique, où la demande de nouveau se manifeste, vous déstockez. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Et on en revient à ce qui se passe, donc, puisque j'ai parlé de General Motors, de Nissan et tout ça. Ce qui s'est passé en 2008-2009, c'est que de nouveau, les entreprises automobiles, qui ont été les plus affectées par l'évolution de l'activité économique, elles ont fait, comme elles avaient fait en 1993, 91, 92, 93, lors de la précédente récession, qui avait été largement aussi violente que celle de 2008-2009, en 74-75, elles ont stocké. Sauf qu'au moment de la reprise en 2010-2011, le produit qu'elles mettaient sur le marché était déjà devenu obsolète. C'est-à-dire que l'accélération du processus, c'est une accélération fait apparaître l'imitateur, mais qui a transformé le stock en un élément qui n'est plus un élément de réponse contracyclique à l'évolution de l'économie. Concrètement, on pouvait penser que cette disparition du stock allait jouer sur le conseil. Quand vous faites du conseil à l'entreprise, vous ne dites pas, si vous êtes dans une période où le conseil ralentit, vous ne dites pas, bon, à vos salariés, écoutez, en ce moment, on n'a pas beaucoup de clients parce que c'est la phase défavorable du cycle, mais rassurez-vous, dans 3 ans, il y a telle banque qui va nous demander des conseils, donc on va faire nos rapports tout de suite et on le déstockera. Et donc, je pense que le stock, c'était l'élément essentiel dans l'organisation, notamment. Ce stock, comme élément régulateur, a disparu. Le deuxième élément, je pense qu'une des questions qui va se poser, c'est l'avenir du salariat. Alors, c'est un vaste débat. Le salariat, c'était quoi? C'était 3 choses. C'était la capacité à assimiler la présence physique à une production physique. Dans la nouvelle technologie, dans la nouvelle économie, c'est pas garanti. Vous êtes devant un ordinateur de 8h du matin à 10h du soir, rien ne prouve que vous êtes en train de faire ce qu'on vous demande de faire, sauf à vous fliquer. Et donc, la seule façon d'organiser effectivement une relation dans laquelle on est sûr que vous êtes pertinent et actif, c'est de transformer le lien d'un lien hiérarchique en un lien commercial. On passe un contrat, et si vous ne satisfaites pas au contrat, on vous exclut du système. Le deuxième élément, c'est qu'encore une fois, la régulation, c'était un temps fixe de présence
Et ce temps fixe de présence ne correspond plus à la capacité de répondre au cycle. Et le troisième élément, et en là on rejoint ce qu'on a dit sur Airbnb et tout ça, c'est que vous avez en permanence des gens qui n'ont pas envie d'être salariés, qui peuvent rentrer dans un certain nombre d'activités. Et donc je pense que les enjeux dans l'organisation des entreprises, c'est comment elles vont répondre à la gestion du cycle, sachant que le stock se dérobe, et comment est-ce qu'elles vont renouer des relations avec leurs fournisseurs de travail, dans la mesure où la structure salariale est de moins en moins adaptée à l'évolution des nouvelles technologies. Non, mais justement, là, on a l'illustration de ce que c'est que cette nouvelle économie. Parce que Jean-Marc parlait des stocks chez les constructeurs automobiles. La grande différence, encore une fois, c'est que maintenant, l'automobile, on la produit après que vous l'ayez acheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous choisissez votre automobile, vous allez sur le site internet, vous choisissez la couleur des toits, la couleur des jantes, des machins, des trucs, et on vous la produit après. Et c'est ça qui est une différence quand même radicale dans les processus de production. Après, moi, ce que je constate, ce qui est une tendance assez lourde, à mon avis, c'est quand même la convergence des modèles vers cette économie de la solution. C'est-à-dire que quand vous aviez Amazon qui était exclusivement un vendeur de livres par correspondance, et que vous aviez, alors en France c'est la FNAC ou Darty qui ne faisait que vendre du produit en magasin, et que maintenant vous avez Amazon qui rachète des librairies, et que vous avez la FNAC et Darty qui se mettent au digital, on voit bien que l'objectif de toutes ces trucs, encore une fois, c'est de répondre, c'est de fournir la solution à un problème. Et moi je crois que cette nouvelle économie de la solution, encore une fois, c'est quand même plus une invention qu'une innovation. Prenez un groupe comme Seb, par exemple, Seb fabriquait des produits d'électroménager. Vous apportez un appareil électroménager dans votre cuisine. Ils ont racheté en France un site qui s'appelle 750 grammes. 750 grammes, c'est un site qui vous propose des recettes de cuisine. Donc, ce que vous apporte Seb maintenant, c'est plus seulement une moulinette ou un mixeur, c'est une solution de cuisine. Et ça, c'est quand même radicalement différent. Je trouve que les camarades sont très croyants. Je les trouve quand même très croyants au début de notre discussion sur la transformation digitale. Jean-Marc Daniel a parlé tout à l'heure du rôle de l'État. Alors il y a un point sur lequel je vais le rejoindre. Moi je considère que le rôle de l'État, et par exemple chez nous en France, c'est exactement ce qu'il devrait faire, tandis qu'il fait à peu près tout l'inverse. Le chef de l'État, il est à la tête d'un territoire. Le boulot de celui qui est à la tête d'un territoire, d'une terre, c'est de faire que la terre soit de bonne qualité, pour tout le monde. Et c'est de faire que la terre soit bien irriguée. Que tout le monde ait accès à l'eau. En gros, tout le monde ait accès au financement. Et puis après, son job peut s'arrêter là. Après, il faut qu'il laisse faire les jardiniers. C'est-à-dire ceux qui ont du talent, ceux qui savent faire. Et sont les entrepreneurs, et sont les producteurs, effectivement. Mais je persiste quand même à penser que, alors oui, on est au cœur du moment où nous vivons, alors forcément, ça nourrit des angoisses, ça nourrit des peurs. Qu'on a eu à toutes les périodes de l'histoire, depuis l'Empire romain, on a systématiquement pensé que le progrès allait tuer tout le monde en un instant. Et quand même, cette mutation est très rapide, et il ne vous a pas échappé que dans des quantités de pays, des gens le manifestent. Cette peur du déclassement, cette idée qu'on n'a pas sa place dans l'économie de demain, elle existe. Et cette économie digitale qui fabrique effectivement des gens qui étaient des salariés et qui avaient une relation d'aliénation à un patron en fournisseurs qui entretiennent désormais une relation contractuelle avec un client, c'est un phénomène qu'il ne faut pas nier. On n'en est pas au moment où le salariat a disparu. L'OCDE a sorti des chiffres qui nous prouvent que globalement la part des indépendants n'a pas totalement explosé. Le salariat et même le CDI restent l'élément dominant dans le stock de travail. Et il y a quand même une mutation qui s'opère. Et effectivement, là où on peut peut-être douter un petit peu du fait que le nombre d'indépendants n'a pas augmenté, c'est que, comme il y a beaucoup moins d'agriculteurs que par le passé, et qu'il y a peut-être beaucoup plus de travailleurs indépendants, les deux sont équilibrés, il y a une nouvelle société de travailleurs indépendants qui est arrivée. Alors vous avez dans cette société des gens qui vont être de vrais auto-entrepreneurs, qui vont parfaitement réussir à sortir sur les opportunités, avec un talent incroyable, ils vont se faire une vie à la carte, ils vont être très heureux. Ils n'auront plus du tout envie d'avoir un contrat de travail. Ils n'auront plus du tout envie d'avoir un patron. Mais ça va très vite. Et vous avez toute la société des gens qui n'ont que leurs bras à offrir, qui n'arrivent pas à sortir sur les opportunités, qui vont se retrouver pas des vrais entrepreneurs, mais peut-être isolés, qui vont finir par accepter des jobs à 3 à 4 euros de l'heure, et qui vont finalement devenir des espèces de travailleurs au noir 2.0. Et là, la puissance publique aura un rôle à jouer. Et là, on va aller demander à l'État de trouver des solutions, parce que Jean-Marc ne sera pas d'accord,
a même un petit peu l'impression, et j'ai l'impression de le constater dans les pays autour de, même en France et dans les pays qui nous entourent, qu'il y a quelques angoisses qui s'installent. Quelques angoisses qui se manifestent parfois dans les rues, de plus en plus dans les urnes, et pas forcément dans des pays qui ont des difficultés économiques. Les deux ne sont pas liés. Donc, le rôle de l'État, effectivement, c'est de faire que la terre soit de bonne qualité, qu'elle soit bien irriguée, on laisse faire les jardiniers. Le rôle de l'État, quand même, va être d'amortir, avec je ne sais pas forcément quels moyens, mais d'amortir les chocs sociaux qui vont être provoqués par cette révolution digitale, parce que le consommateur sera toujours très heureux, et le travailleur, dans certains cas, va morfler. Très bien. Question du public. Apparemment, messieurs, vous intimidez les étudiants. Allez, super. Alors, bonjour et bienvenue en Algérie. Moi, je suis étudiant ici à l'ESA. Donc, ma question, ça sera un petit peu une divergence par rapport au débat, mais je pense que la divergence est intéressante. Alors, vous avez des économistes comme Gunther Pauli, des économistes comme Idriss Aberkan, qui, au-delà du fait de l'innovation technologique, insistent que qui dit innovation technologique dit utilisation plus accrue des matières premières. Or, on ne sait pas comment utiliser cette matière première. Vous avez plein d'exemples cités d'Idriss Aberkan d'un coquillage qui finalement est vendu 3 à 4 $, alors que s'il était utilisé, sa valeur est beaucoup plus élevée. Donc, à quoi, si on réfléchit à l'avenir, stagnation comme un avenir défaitiste ou un avenir plutôt optimiste, quelle est la place de la Terre dans cet avenir? Parce qu'il y a des économistes notamment j'ai lu un livre qui parlait de la théorie de destruction, vous connaissez certainement, qui disent que dans 50 ans, notamment, on n'aura pas d'innovation ni de stagnation, mais le plus dur, c'est qu'il n'y aura même pas d'humanité. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce sujet? Et merci beaucoup. Bon, très bien. La deuxième question de la demoiselle qui est à côté de vous aussi. Non, elle est à côté, Voilà. Bonjour. Donc, vous avez parlé d'une résistance à la transformation digitale. Je pense que ce qui ralentit cette période, ce qui l'empêche de passer au niveau supérieur, en fait, c'est le fait que les ressortissants du domaine technologique, à savoir les développeurs, les chercheurs, les étudiants, etc., ne parlent pas les mêmes dialectes que les ressortissants du domaine du business. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les gens qui sont là à créer l'opportunité du travail ne comprennent pas forcément ce que les ressortissants de l'IT ont à dire. Donc c'est ce que je pense. Merci. Allez-y, messieurs. Voilà. Sur la première question concernant les matières premières, alors l'exemple d'Aberkan, c'est un petit peu sur la façon subjective dont chacun attribue une valeur à un objet ou pas, qui est différente. Il y a un vrai sujet, moi je suis d'accord avec vous, ce qui m'inquiète beaucoup par rapport aux matières premières, etc., c'est cette idée qui est quand même un peu fallacieuse que dans cette nouvelle économie digitale, on vit dans un monde dématérialisé et qu'on a un rapport finalement aux ressources naturelles et à la nature qui est plutôt positif. C'est-à-dire qu'en gros, on rentre dans un monde qui est plutôt économe en ressources naturelles. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, sachant que vous vous doutez bien que toute l'électricité qu'il faudra produire pour utiliser tous nos outils digitaux, il faudra bien la produire avec des matières premières. Tous nos smartphones, tous ces métaux rares, toutes ces terres rares, comme on dit maintenant, qu'il faut utiliser pour fabriquer tous nos outils technologiques, c'est considérable. Or, là, on tombe sur des défis majeurs, qui sont, qui possède ces ressources, et là, vous êtes potentiellement sur une redistribution des cartes du pouvoir géopolitique dans le monde, puisque quand vous voyez que presque les 3/4 de ces métaux rares sont détenus, par exemple, par les Chinois, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer quand on voit qu'on en aura besoin dans toutes nos technologies demain, y compris les technologies de défense? Est-ce que les Chinois accepteront de nous vendre demain tous les métaux, minéraux, etc. dont on aura besoin pour fabriquer nos instruments de défense? C'est pas sûr. Et puis il y a tout cet aspect où il faut prendre en compte maintenant le bilan énergétique global de toutes les technologies qu'on nous propose. C'est-à-dire que nous, cette espèce de mode, entre guillemets, de la voiture électrique, vous vous apercevez très vite que finalement, si vous faites le bilan énergétique complet de votre voiture électrique,
il n'est pas tellement plus spectaculaire que le bilan de la voiture qui marche aujourd'hui thermique. Et en plus, les autres défis, c'est quoi? C'est des défis qui sont relatifs à l'urbanisme, qui sont relatifs au mode de transport. Imaginez que dans vos rêves les plus fous, la voiture de demain soit 30% plus économe en ressources naturelles que celle d'aujourd'hui. Mais si c'est pour avoir 2 fois plus de voitures, comme nous le prédisent finalement toutes les grandes prévisions de l'ONU, de l'OCDE, etc., voilà, ces solutions-là, elles sont compliquées. Et après, sur la deuxième question, oui, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il y a un monde entre l'invention, enfin, il y avait un monde, c'est là où peut-être entre vraiment l'invention et l'innovation, sa diffusion et le fait qu'elle se retrouve chez tout le monde. Aujourd'hui, vous avez quand même ces barrières qui sont supprimées parce que, le coût de l'innovation, il est quand même moins élevé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 15 types dans un bureau avec 4 ordinateurs qui peuvent inventer une application qui va d'ores et déjà très vite changer la vie de tout le monde du jour au lendemain. Quand on prenait l'exemple de Tinder tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont bouleversé un marché du jour au lendemain. Donc je pense que ce hiatus va se réduire à condition qu'il y ait le financement. Voilà, c'est ça. Et puis pour terminer, la question c'est, encore une fois, est-ce que demain ce sera l'enfer ou est-ce que demain ce sera le paradis? Ce sera surtout ce qu'on en fera. Et moi je crois effectivement qu'il y a un enjeu terrible. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Nicolas, c'est-à-dire que le temps de l'invention et de l'innovation, c'est jamais celui de la législation. Et donc oui, aujourd'hui, il faut trouver des réponses fiscales au comportement des grands GAFA qui, dans le monde entier, finalement ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Il faut trouver des réponses sociales à ces nouveaux statuts de précarité, etc. Donc oui, il y a des défis considérables. Bah, honnêtement, j'ai fait de l'économie parce que je pensais que le droit c'était chiant. Et je trouve qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aujourd'hui, vous entamez des études de droit, vous avez tout à réinventer. Tout est à réinventer. Toutes les législations autour du droit numérique, du droit digital, etc. Je pense que ça va être passionnant, mais comme le business, comme les coordonnées pas. Non, je voudrais réagir à ces deux interventions. La première, pour préciser quand même l'histoire d'invention et d'innovation, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu mets derrière ces mots. L'invention, typiquement, c'est la logique de l'ingénieur qui va faire un beau produit. C'est les 4 personnes ou les 15 personnes qui sont dans une salle et qui inventent quelque chose. Mais qui n'a pas de débouché, en ce sens que ça ne correspond pas au consommateur. Et l'innovation, ça correspond effectivement aux attentes du consommateur. Et là où je vous rejoins, on a encore des sociétés qui sont des sociétés, et je dis ça d'autant plus calmement et sereinement, que moi j'ai un diplôme d'une école d'ingénieur. On a des sociétés qui sont fascinées par les ingénieurs. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire de la recherche. Vous prenez les objectifs que se donnent toutes les grandes organisations internationales, c'est de consacrer 3% du PIB à la recherche. En Europe, c'est la stratégie de Lisbonne revenue en agenda 2020. Au niveau de la CNUSEM, il faut faire de la recherche. Mais l'objectif de la vie, c'est pas d'aligner des gens dans des bureaux et dans des laboratoires pour refaire la cétylène, pour refaire la 380, pour refaire le militaire et tout ça. Le personnage clé dans une entreprise, c'est celui qui sait qui est son client. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis où on prend les directeurs commerciaux d'un certain nombre de grandes entreprises et on leur demande qui sont vos clients. Donc on regarde et puis on met en regard effectivement une analyse des clients. Et on s'aperçoit que les directeurs commerciaux connaissent à peu près 20% de la typologie de leurs clients. Donc je pense que la fonction essentielle maintenant dans les entreprises, dans un monde concurrentiel, parce que quand on est dans la situation du capitalisme à l'ancienne avec des monopoles et tout ça, son client on s'en fout, hein. Son client de toute façon il n'a pas le choix. Le client il est venu, il a qu'un produit, c'est Ford qui dit vous prenez n'importe quelle voiture pour qu'elle soit de telle couleur et quelle est telle caractéristique. Donc le personnage qui va devenir clé dans la nouvelle économie, c'est le commercial. Et donc je pense qu'il faut réhabiliter la fonction commerciale, il faut réhabiliter les écoles de commerce, à condition qu'elles fassent leur métier d'école de commerce. C'est-à-dire qu'elles apprennent aux gens à s'intéresser aux clients. Alors la deuxième question, écoutez, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que si dans 50 ans le climat est devenu irrespirable et qu'il n'y a plus... Et je pense que la question qui commence à être débattue dans les COP, qui consiste à dire est-ce que c'est la Chine ou est-ce que c'est le Royaume-Uni du 19e siècle qui est responsable de tout ça, est grotesque.
le premier homme, le dernier homme qui suffoquera dans 50 ans si on continue au fin fond d'un désert totalement inhabitable à cause du réchauffement climatique, avant de suffoquer, il ne dira pas « je maudis les Chinois » ou « je maudis les Anglais ». Il mourra. Et donc le véritable enjeu, ce n'est pas de chercher qui est le coupable, mais de chercher quelle est la solution. Et je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est qu'il faut maintenir un prix du carbone. Et donc au niveau mondial, il faut que tout le monde se mette d'accord pour que ça coûte de plus en plus cher de polluer, d'avoir un prix du carbone plus élevé. Et puis alors là, je vais aller à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous savez, les économistes disent qu'il y a trois façons d'appréhender l'économie. Les économistes du XIXe siècle disaient ça. Il y a les physiocrates, qui étaient les économistes du XVIIIe siècle, qui pensaient que l'origine de toute la richesse était la nature. Il y a les podocrates, qui pensent que c'est le travail, et les chrysohédonistes, qui pensent que c'est la politique monétaire, la quantité d'or qui circule et tout ça. Nous sortons d'une période chrysohédoniste, clairement. On nous a expliqué que si on imprimait de la monnaie, si la banque centrale était là pour nous sauver, tout irait bien. Ça ne marche pas. Podocrate, ça n'a de sens que s'il y a des hommes et donc si on survit. Et donc je pense qu'il faut réhabiliter la pensée des physiocrates. Et les physiocrates français du XVIIIe siècle avaient écrit à D'Alembert, qui était le grand physicien de l'époque, alors disant quand est-ce que vous donnerez l'énergie du soleil? Parce que l'agriculture qui magnifiait, c'était le soleil de demain, c'est le soleil, l'action du soleil. Le charbon qu'on commençait à exploiter, c'était le soleil d'hier. Et ils écrivent à D'Alembert en disant quand est-ce que les physiciens vont nous donner le soleil d'aujourd'hui? Ils écrivent ça en 1770, et D'Alembert répond dans 25 ans. On est 250 ans après, on n'a toujours pas le soleil d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut donner un prix au carbone, et au lieu d'arrêter de faire des inventions, dire écoutez, voilà, la priorité absolue, c'est pas 3% du PIB consacré à la recherche, c'est de donner le soleil d'aujourd'hui. Tous les programmes de physique, de recherche doivent être axés sur cette obsession. Si on ne fait rien, dans 50 ans, le mec qui crèvera ne se posera finalement pas la question de savoir si c'est à cause des Anglais ou des Chinois. Il crèvera purement et simplement. Vous avez vu, c'est assez rare, mais sur cette question, la vôtre, monsieur, j'ai laissé la parole à le Chinois. Parce qu'on a beaucoup parlé des croyants, on a beaucoup parlé des athées, et sur cette thématique, j'ai tendance à être un peu agnostique. C'est pas rassurant. Alors, j'ai une espèce de conviction chevillée que de toute façon l'intelligence humaine est sans limite et qu'elle apportera des solutions à tous les problèmes que nous connaissons. Qu'effectivement. Ça c'est croyant. Si ça c'est croyant. Non, mais ça c'est croyant. Ça c'est purement croyant. Ça c'est croyant. C'est vrai. C'est quand même. Et qu'effectivement, le progrès technique sera probablement la solution, la principale solution, et qu'à côté. Et j'ai défendu cette idée comme Jean-Marc Dallet, pourtant généralement j'essaie de ne pas être d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait effectivement un peu au carbone. Mais pas un peu au carbone comme on l'a fait à la française. En France, on a fait une taxe carbone pour aller combler les trous budgétaires. Et tous les pays qui ont réussi à faire une taxe carbone qui a été socialement acceptée par la population, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'argent de cette taxe carbone est revenu à la population et notamment à les populations les plus faibles. Les exemples sont légion. Par exemple, la Suisse, 100% de la recette de la taxe carbone finance de la R&D dans l'économie. Prenez la Suède, la fiscalité sur le carbone s'est accompagnée d'une baisse de l'impôt sur le revenu et d'une baisse des cotisations sociales. Vous prenez encore le Canada, où il y a eu effectivement également des baisses de cotisations. Et le nom du pays m'échappe, mais ils ont mis de la taxe carbone et en face, je crois que c'est la Suisse, ils ont baissé la facture des complémentaires santé. Donc la fiscalité sur le carbone est absolument essentielle, mais il est aussi très important qu'elle soit socialement acceptée. Et il y a des pays, on en est le premier exemple en France, qui n'ont pas su le faire pour le moment. Mais c'est quand même un peu l'agnosticisme qui l'emporte sur cette question-là, beaucoup plus que la croyance ou le rejet absolu. Très bien. Alors messieurs, je pense qu'on a fait un large tour d'horizon sur cette révolution digitale. On devait aussi parler des moteurs de la croissance future. En quelques mots. Alors, les moteurs de la croissance future, les deux facteurs de production qui sont capital financier et capital humain, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, l'innovation et le progrès technique, je viens d'en parler. Les gains de productivité qu'ils supposent, certes, effectivement, les gains de productivité dans les activités industrielles sont beaucoup plus palpables, beaucoup plus immédiats, beaucoup plus calculables que dans les activités de service. L'innovation, et puis probablement, pour terminer, un point qui est cher à notre famille, le professeur émérite Jean-Marc Daniel, la concurrence. Non, moi je reste sur cette idée qu'effectivement
effectivement, se poser la question de est-ce qu'il y aura encore de la croissance ou pas demain n'a pas de sens, dans la mesure où la croissance, c'est la création de valeur. Donc, la valeur ne viendra certes plus, effectivement, ou beaucoup moins de la production physique de marchandises, elle viendra bien davantage des solutions de bien-être qu'on sera capable d'inventer pour tout le monde, ce qui prendra sans doute moins alors, finalement, la question c'est est-ce que ce sera aussi toujours très gourmand en ressources je pense que oui. Je pense qu'effectivement, on devra de toute façon, encore une fois, le monde de demain, ce sera surtout ce qu'on en fera. Donc c'est nous, notre responsabilité. Et ça n'ira pas si l'homme devient feignant. C'est-à-dire, en gros, regardez, si vous relisez par exemple La planète des singes de Pierre Boulle, vous apercevez que si les singes ont pris le pouvoir, c'est parce que l'homme est devenu paresseux, à arrêter de réfléchir, à arrêter d'innover, etc. Et je pense que Jean-Marc a raison sur l'innovation. Juste pour terminer, quand Jean-Marc disait ce qui compte, c'est de connaître ses clients, et là vous êtes typiquement dans la... Et je réponds à la fois à cette question du commercial et à cette question de la création de valeur, c'est encore une fois le trésor que va représenter les données est un gisement absolument considérable de croissance. Je vous cite juste un seul exemple qui est celui de Starbucks aux États-Unis. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, Starbucks, ils avaient identifié une trentaine de profils de consommateurs différents. Et ils envoyaient à cette trentaine de profils à peu près une pub par semaine, etc. Avec l'analyse profonde des données, donc ce qu'on appelle le big data, ils ont identifié 20 000 profils différents. 20 000 profils différents à qui ils envoient en permanence des offres personnalisées. Le résultat, c'est que sur un marché qui est stagnant aux États-Unis, ils ont fait un gain de leur marge opérationnelle de 4%. Voilà, donc vous avez la création de valeur qui est possible, et donc de la création de richesse possible, et donc de la croissance possible, en proposant des nouvelles solutions. Je vous laisse conclure. Oui, pour conclure, alors là, véritablement en 2 mots, parce que je peux confirmer ce qui a été dit, c'est-à-dire la croissance, c'est du progrès technique et de la concurrence. Simplement, la croissance, ça n'a pas le même sens quand vous êtes aux États-Unis, qui est le pays à la frontière technologique, et quand vous êtes à Djibouti ou en Éthiopie, qui sont les pays qui ont le plus de croissance en ce moment, mais qui partent de plus loin. Donc je pense, dans un pays qui est en situation intermédiaire comme l'Algérie, je ne vais pas commencer à les donner à l'Algérie, à la population algérienne, mais je crois qu'elle a quand même 3 atouts. Vous, parce qu'un pays qui est jeune a potentiellement plus de croissance qu'un pays qui est vieux. Et donc, je pense qu'elle a besoin de vous. Enfin, ça, je ne vais pas aller au-delà. Ce n'est pas à moi de faire une campagne électorale en disant j'ai besoin de tout. Donc, je laisse ce souhait à l'autre. Le deuxième élément et le deuxième atout, c'est que vous ne soupçonnez pas, je l'ai dit hier, j'ai insisté là-dessus, c'est mon côté un peu obsessionnel là-dessus. Vous avez l'euro au nord et l'euro au sud, de bénéficier et de profiter de la stabilité monétaire qui permet effectivement de déterminer des prix qui sont des prix relativement durables et donc de faire jouer après la concurrence. Puis le troisième élément, c'est, et j'insiste là de nouveau là-dessus, un des facteurs incontestables de la croissance, on en a parlé, c'est quand même que la croissance, c'est pas que de la valeur, c'est à mon avis du bien-être. C'est quelque chose, la valeur c'est quelque chose qui est du côté du producteur. Le bien-être, c'est le consommateur. Et encore une fois, si le consommateur est mort dans 50 ans parce que la planète est irrespirable, je ne sais pas s'il sera beaucoup de valeur. Le sable qui sera à la place de toutes les agricultures, il y aura peut-être de la valeur, mais le bien-être humain qui sera en train de clamser, il sera minimal. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est de réorienter systématiquement la croissance, le raisonnement économique vers le consommateur, son bien-être et le réchauffement climatique. Merci à vous, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre et Nicolas Doz. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir animé ce beau débat. Merci. Merci à vous.